Je m'appelle Héloïse, j'ai 23 ans, et la semaine dernière, je suis morte pendant 180 secondes sur l'estrade de l'université de Rouen. Le jour où j'étais censée prononcer le discours de ma promotion en tant que major de la faculté de préservation du patrimoine, les médecins ont découvert une tumeur qui pressait contre mon lobe frontal. Ils ont dû m'opérer en urgence. Pendant que l'on me rasait le crâne pour tenter de sauver mon cerveau, l'infirmière a composé le numéro de mes parents. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Personne n'a répondu. 3 jours plus tard, quand je me suis enfin réveillée, entourée par le bip incessant des machines et l'odeur stérile de l'hôpital, la première chose que j'ai vue n'était pas le visage inquiet de ma mère, ni les larmes de mon père. C'était une notification Instagram sur mon téléphone posé sur la table de nuit. Une photo postée par ma sœur, Flavia. Toute la famille souriait devant la tour Eiffel illuminée, une coupe de champagne à la main. La légende disait « Enfin libre ». Voyage en famille à Paris. Pas de stress, pas de drama. Juste nous. Pas de drama. C'est ainsi qu'il qualifiait mon absence. J'ai senti une nausée monter, mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas appelé pour les confronter. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que je voie les 65 appels manqués de mon père sur mon écran, accompagnés d'un seul SMS glaçant « Nous avons besoin de toi ». Réponds immédiatement. C'est une urgence financière. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'appelaient pas parce que je leur manquais. Ils appelaient parce qu'ils avaient besoin de ma signature pour accéder à quelque chose qui ne leur appartenait pas. Avant de continuer cette histoire et de vous révéler comment mon grand-père a détruit leur petit jeu cruel, si vous trouvez que cette histoire mérite d'être entendue, prenez un moment pour liker et vous abonner. Mais faites-le seulement si vous voulez vraiment savoir comment la justice a fini par frapper. Et si vous regardez cette vidéo en ce moment, laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir jusqu'où ma voix peut porter. Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 jours en arrière, au jour où tout a basculé. C'était un mardi gris et pluvieux à Rouen, le genre de temps typique de la Normandie qui vous glace jusqu'aux os. Mais pour moi, c'était supposé être le jour le plus lumineux de ma vie. Je me tenais dans les coulisses du grand amphithéâtre, lissant nerveusement ma toge universitaire. 4 années d'études acharnées en restauration de livres anciens et de documents d'archives allaient enfin être récompensées. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau de velours lourd vers la salle bondée. 3000 personnes. Des parents fiers, des grands-parents émus, des frères et sœurs brandissant des bouquets de fleurs. Mon regard a scanné frénétiquement le premier rang, là où les sièges étaient réservés aux familles des diplômés d'honneur. J'ai vu mon grand-père, Gustave. Il était là, assis droit comme un i, dans son vieux costume en tweed qu'il ne sortait que pour les grandes occasions. À côté de lui, il y avait Yasmine, ma meilleure amie et ma seule confidente, qui tenait son téléphone prêt à filmer. Et à côté d'eux, 2 sièges vides. 2 sièges vides qui hurlaient le silence. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Pourtant, il m'avait promis. La veille encore, j'avais passé 3 heures au téléphone avec ma mère, Bérangère, pour l'aider à régler un problème administratif complexe pour ses impôts, juste pour m'assurer qu'il serait libre aujourd'hui. J'avais même viré 2000 € de mes économies, l'argent que j'avais gagné en réparant des reliures poussiéreuses dans le sous-sol de la bibliothèque municipale, sur le compte de mon père, Hugues, parce qu'il disait qu'ils étaient un peu « justes » pour le train. On sera là, Héloïse, arrête de t'inquiéter pour rien, avait grommelé mon père avant de raccrocher. Mais il n'était pas là. Héloïse ? C'est à toi dans 2 minutes. La voix du régisseur m'a tiré de mes pensées. J'ai hoché la tête, mais le mouvement a déclenché quelque chose de terrible. Une douleur fulgurante a explosé derrière mon œil gauche. Ce n'était pas la première fois. Depuis 1 mois, j'avais ces migraines terribles. C'est le stress des examens, me disait ma mère. Tu es toujours si dramatique, comme ta grand-mère, ajoutait-elle avec dédain. Alors je l'avais cru. J'avais avalé 2 cachets d'ibuprofène et j'avais continué. Mais cette fois, c'était différent. Le sol semblait tanguer sous mes pieds comme le pont d'un navire dans la tempête. Et maintenant, accueillons notre major de promotion, Héloïse. Les applaudissements ont retenti. J'ai marché vers la lumière. 1 pas. 2 pas. La lumière des projecteurs m'a aveuglé, transformant la salle en un tourbillon flou. J'ai atteint le pupitre, agrippant le bois verni pour ne pas tomber. J'ai cherché le regard de mon grand-père pour me donner du courage. Il me souriait, levant le pouce.
Mais juste à côté, ces deux sièges vides. Ils étaient comme deux trous noirs aspirant toute mon énergie. Merci à tous. Ai-je commencé? Ma voix sonnait étrange, lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement grâce à mes efforts, mais grâce à ceux qui ont cru en moi. Le noir a commencé à envahir ma vision périphérique. Un tunnel sombre qui se refermait rapidement. La douleur dans ma tête est devenue insupportable, un coup de poignard brûlant. Je ne me souviens pas d'avoir fini ma phrase. Je ne me souviens pas d'avoir lâché le micro. La dernière chose que j'ai vue, c'est le visage de mon grand-père se décomposer en un masque d'horreur pure. Il s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Et la dernière chose que j'ai entendue, ce n'étaient pas les applaudissements. C'était un bruit sourd et mat, le bruit de mon propre corps heurtant le sol de la scène. Et puis, le cri de Yasmine. Héloïse. Appeler une ambulance. Ensuite, le néant. Le retour à la réalité n'a pas été brutal. Il a été lent, douloureux et confus. C'était comme essayer de nager vers la surface dans un océan de mélasse. D'abord, les sons. Le bip régulier, rythmique, d'un moniteur cardiaque. Le murmure étouffé de voix familières. Puis, les sensations. Une soif ardente, comme si j'avais avalé du sable. Une lourdeur dans mes membres. Et une douleur sourde, pulsatile, au niveau de ma tempe droite. J'ai ouvert les yeux. La lumière blanche des néons m'a agressé. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de faire la mise au point. Elle se réveille. Docteur. Elle se réveille. C'était la voix de Yasmine. J'ai tourné la tête, un mouvement qui m'a coûté un effort surhumain. Elle était là, assise sur une chaise en plastique inconfortable, les yeux cernés, les cheveux en bataille. À côté d'elle, mon grand-père Gustave dormait la tête posée sur le bord de mon lit, sa main ridée enveloppant la mienne. « Héloïse ? Tu m'entends ?» Yasmine s'est penchée sur moi, les larmes aux yeux. « Yas !» Ma voix n'était qu'un croassement. « De l'eau. » Elle m'a fait boire à la paille. L'eau fraîche était le meilleur goût du monde. Grand-père s'est réveillé en sursaut. Quand il a vu mes yeux ouverts, il a fondu en larmes. Je n'avais jamais vu mon grand-père, cet ancien juge impassible de la cour d'appel de Rouen, pleurer ainsi. « Ma petite fille », a-t-il murmuré en embrassant ma main. « Tu nous as fait si peur. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. Ils ont échangé un regard inquiet. Yasmine a pris une grande inspiration. « Tu t'es effondrée sur scène, Héloïse. Tu as fait une crise. » Ils ont trouvé une tumeur bénigne, un méningiome. Ils ont dû t'opérer d'urgence pour réduire la pression crânienne. Tu as dormi pendant 3 jours. 3 jours. J'avais perdu 3 jours de ma vie. Je portais une main tremblante à ma tête et j'ai senti l'épais bandage. Mes parents, ai-je demandé, la gorge serrée. Ils sont là ? Le silence qui a suivi a été plus bruyant que n'importe quel cri. Grand-père a serré les mâchoires, son visage se durcissant instantanément. Yasmine a détourné le regard, fixant ses chaussures. Ils sont en route, ai-je insisté, sentant une boule se former dans mon estomac. Yasmine a soupiré, une colère froide vibrant dans son souffle. Elle a attrapé mon téléphone qui chargeait sur la table de nuit. Je ne devrais probablement pas te montrer ça maintenant, mais tu dois savoir. Tu dois savoir pour qui tu as failli te tuer à la tâche. Elle a déverrouillé l'écran et a ouvert Instagram. La photo s'est affichée, lumineuse et colorée, contrastant violemment avec la grisaille de ma chambre d'hôpital. C'était eux. Mon père, Hugues, avec son sourire faible habituel. Ma mère, Bérangère, rayonnante dans une robe de créateur que je savais hors de prix. Et au centre, ma sœur aînée, Flavia, montrant sa bague de fiançailles à l'objectif. Ils étaient au Trocadéro, avec la tour Eiffel scintillant derrière eux. J'ai lu la légende, et chaque mot était comme un coup de poignard. Enfin libre. Voyage en famille à Paris pour célébrer l'amour. Loin de la grisaille de Rouen. Pas de stress, pas de drama, juste du bonheur pur. #FamilyTrip, #NoDrama, #ParisVib, pas de drama. J'étais en train de me faire ouvrir le crâne par des neurochirurgiens, et pour eux, c'était du drama qu'ils étaient heureux d'éviter. J'ai fait défiler les commentaires.
Des amis de ma mère écrivaient « Vous le méritez tellement, quelle belle famille ». Et là, un commentaire de ma mère elle-même, posté il y a seulement 2 heures. Quel soulagement de pouvoir respirer un peu sans les ondes négatives. Ce voyage est une bénédiction. Les ondes négatives. C'était moi. J'étais les ondes négatives. J'ai senti les larmes couler sur mes joues, chaudes et salées. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage. Une rage pure, incandescente. Ils savent, ai-je chuchoté. Oui, a répondu grand-père d'une voix qui grondait comme le tonnerre lointain. L'hôpital les a appelés 14 fois avant l'opération. J'ai laissé 5 messages vocaux à ton père. Je lui ai dit que tu allais peut-être mourir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé un SMS, dit Yasmine en me montrant l'historique des messages. J'ai regardé l'écran. 65 appels manqués de papa. Et ce dernier message, reçu alors que j'étais probablement encore sous anesthésie. On ne peut pas parler maintenant, on est en plein dîner avec les parents de Tanguy. Arrêtez de nous harceler. Si Héloïse est malade, qu'elle prenne un Doliprane. Nous, on a une urgence financière à régler. Dites-lui de nous rappeler dès qu'elle se réveille. C'est impératif. Une urgence financière. J'ai reposé le téléphone. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Ce n'était pas mon cœur, c'était l'illusion. L'illusion que si je travaillais assez dur, si j'étais assez parfaite, assez discrète, il finirait par m'aimer. Il ne m'aimait pas. Il ne m'aimerait jamais. Une urgence financière. J'ai répété ces mots, les laissant rouler sur ma langue comme un poison. J'ai regardé mon grand-père. Son visage était rouge de colère contenue. Gustave, ai-je dit doucement. Pourquoi parle-t-il d'argent? Je suis à l'hôpital. Grand-père s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre, regardant le parking de l'hôpital sous la pluie. Il n'appelle pas pour prendre de tes nouvelles, Héloïse. Il s'en fiche que tu aies survécu ou non. En fait... Il s'est arrêté, sa voix se brisant. En fait, une partie d'eux espérait peut-être le pire, car cela aurait simplifié leur plan. De quel plan tu parles? Yasmine s'est assise sur le bord de mon lit. Héloïse, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quand tu as été admise, l'administration a essayé de passer ta carte vitale et ta mutuelle. Celle qui est rattachée au contrat familial de tes parents. J'ai hoché la tête. J'étais encore sur leur mutuelle jusqu'à mes 25 ans, c'était l'accord. Je payais ma part chaque mois en virant l'argent à ma mère. Elle a été refusée, a dit Yasmine brutalement. Résiliée. Il y a une semaine. J'ai écarquillé les yeux. Quoi? Mais j'ai payé. J'ai envoyé l'argent le 1er du mois. Ils ont encaissé ton argent, a continué Yasmine, mais ils ont résilié ton contrat pour baisser leur mensualité. J'ai appelé la compagnie d'assurance en me faisant passer pour toi. La date de résiliation coïncide exactement avec le jour où ils ont surclassé leur billet d'avion pour Paris en première classe. Le monde a vacillé. Ils m'avaient laissé sans couverture médicale, moi qui avais des migraines depuis des semaines, pour pouvoir boire du champagne dans des sièges en cuir à 10 000 mètres d'altitude. Si je n'avais pas survécu, ou si l'opération avait échoué, j'aurais laissé une dette médicale astronomique. Mais ils s'en fichaient. Mais ce n'est pas tout, a intervenu grand-père en se retournant. Il tenait dans sa main un dossier en cuir usé que je reconnaissais bien. C'était son dossier de juge, celui qu'il utilisait pour ses affaires les plus complexes. Pourquoi t'ont-ils appelé 65 fois, Héloïse? Pourquoi cette urgence? Il a posé le dossier sur mes genoux. Ouvre. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des impressions de mai, des relevés bancaires, et une copie d'un testament. Le testament de ma grand-mère, Éléanore. Tu as eu 23 ans la semaine dernière, a dit grand-père. Tu te souviens de ce que ta grand-mère t'avait promis? Le fond de la liberté, ai-je murmuré. C'était une vieille histoire de famille, presque une légende. Grand-mère Éléanore, qui m'adorait, avait mis de côté de l'argent pour moi à ma naissance. Elle disait toujours, pour quand tu auras besoin de t'échapper. Ce n'est pas une légende, a dit grand-père. C'est un compte fiduciaire. Très bien garni. Il contient non seulement une somme importante, mais aussi sa collection de timbres rares, évaluée à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Et la clause était stricte, tu en deviens l'unique propriétaire et gestionnaire le jour de tes 23 ans. Avant ça, personne ne pouvait y toucher. Pas même moi. Surtout pas tes parents. Je commençais à comprendre. La nausée est revenue. Ils le savent? Ils ont toujours su qu'il y avait de l'argent, mais ils ignoraient le montant et la date exacte du déblocage, a expliqué grand-père. Mais la banque leur a envoyé un courrier automatique à ton ancienne adresse, chez eux, pour signaler que le compte était désormais actif et nécessitait ta signature pour toute opération ou pour donner procuration. J'ai regardé le SMS de mon père à nouveau. Nous avons besoin de ta signature. Ils sont à Paris, Héloïse, a dit grand-père, la voix tremblante de rage. Le siège de la banque est à Paris. Ils ne sont pas allés là-bas pour les fiançailles de Flavia. C'était une couverture. Ils sont allés là-bas pour essayer de vider ton compte. Mais ils ne peuvent pas sans moi. C'est pour ça qu'ils t'appellent. Ils ont essayé de faire croire aux banquiers que tu étais trop malade pour te déplacer et qu'ils avaient besoin d'une procuration d'urgence. Ils voulaient te faire signer un document électronique sans que tu le lises. Ils espéraient profiter de ta confusion post-opératoire. J'ai fermé les yeux. Des larmes brûlantes ont coulé. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était du vol. C'était de la prédation. Mes propres parents étaient des vautours tournant autour de mon lit d'hôpital, attendant que je sois assez faible pour me dépouiller. Si vous étiez à ma place, ai-je dit à voix haute, m'adressant autant à Yasmine et grand-père qu'à moi-même, et que vous découvriez que vos parents ont choisi des vacances de luxe plutôt que votre survie, et qu'ils essaient de vous voler pendant votre opération, leur pardonneriez-vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Est-ce que vous signeriez pour avoir la paix? Ou est-ce que vous vous battriez? Moi, j'ai pris ma décision à cet instant précis. J'ai essuyé mes larmes. La douleur dans ma tête était toujours là, mais elle avait changé. Ce n'était plus une douleur de victime. C'était le carburant de ma vengeance. Grand-père, ai-je dit. Tu as toujours des amis dans la police, n'est-ce pas? Il a souri, un sourire triste mais féroce. Le commissaire principal est mon ancien greffier. Et le directeur de l'agence bancaire à Paris me doit une faveur. Bien. Alors préparons leur comité d'accueil. Le lendemain matin, l'atmosphère dans ma chambre d'hôpital était électrique. Nous savions qu'ils arrivaient. Flavia avait posté une story Instagram 2 heures plus tôt. Urgence familiale, on rentre à Rouen. Priez pour nous. Avec un émoji triste et un visage parfaitement maquillé. Grand-père avait passé la matinée au téléphone. Il avait enfilé sa cravate, redressé son col. Il ne ressemblait plus au vieil homme inquiet de la veille. Il était redevenu le juge Gustave, la terreur du barreau de Rouen. Vers 14 heures, on les a entendus. Le bruit des talons aiguilles de ma mère claquant sur le linoléum du couloir. La voix forte de mon père demandant direction. Et les soupirs dramatiques de Flavia. La porte s'est ouverte à la volée. Héloïse. Oh mon Dieu, ma chérie. Ma mère, Bérangère, s'est précipitée vers le lit, les bras tendus. Elle portait un trench coat Burberry et sentait le parfum de luxe à plein nez. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, mais je me suis raidie comme une planche. Maman, ai-je dit froidement. Attention à ma tête. Elle a reculé, un peu vexée, mais a vite repris son rôle. Nous sommes venus dès que nous avons pu. Les trains étaient complets, c'était un cauchemar. Tu n'imagines pas le stress que nous avons vécu. Le stress, a répété Yasmine depuis le coin de la pièce où elle était assise les bras croisés. C'est drôle, sur Instagram, ça avait l'air très no stress. Ma mère a foudroyé Yasmine du regard. C'est une affaire de famille, Yasmine. Tu peux sortir. Elle reste, ai-je dit. Ma voix était faible mais ferme. Elle était là quand on m'a ouvert le crâne. Vous mangez des macarons. Un silence gêné a flotté. Mon père, Hugues, s'est raclé la gorge. Il tenait une mallette en cuir. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux fuyaient les miens. Héloïse, ne sois pas injuste. On ne savait pas que c'était si grave. Et puis, il a posé la mallette sur la table adaptable. On doit parler de choses sérieuses. Les médecins disent que ta convalescence va être longue. Tu ne pourras pas travailler.
Tu auras besoin d'aide pour gérer tes affaires. Quelles affaires? Ai-je demandé innocemment. Tu sais, a intervenu Flavia en jouant avec ses cheveux. L'argent de grand-mère. On a reçu un avis de la banque. Apparemment, c'est compliqué à gérer. Papa et maman veulent juste t'aider pour que tu ne fasses pas d'erreur. Tu n'as jamais géré d'argent, Héloïse. Tu gagnes le SMIC. C'est pour ton bien, a ajouté ma mère avec un sourire mielleux. Papa a préparé un petit document. Une procuration temporaire. Juste pour qu'on puisse payer tes factures d'hôpital, puisque ta mutuelle a eu un petit souci. Un petit souci? J'ai failli rire. Vous l'avez résilié. C'était une erreur administrative, a crié mon père, un peu trop vite. C'est pour ça qu'il faut signer ça. Tout de suite. Pour qu'on puisse débloquer les fonds et payer les chirurgiens. Sinon, ils vont arrêter les soins. C'était un mensonge grotesque. En France, on n'arrête pas les soins d'urgence. Il me prenait vraiment pour une idiote. Mon père a sorti un stylo Man Blank et a tendu le papier vers moi. Signe là, ma puce. En bas de la page. J'ai regardé le papier. C'était une procuration générale. Elle leur donnait accès à tout. J'ai levé les yeux vers mon grand-père. Il était resté silencieux dans l'ombre près de la fenêtre. Il a fait un pas en avant. Ne signe pas ça, Héloïse, a-t-il dit. Sa voix était calme, mais elle a glacé la pièce. Papa? Ma mère s'est tournée vers lui, surprise. Je ne t'avais pas vu. Ne te mêle pas de ça, c'est entre parents et enfants. Tu as raison, Bérangère, a dit grand-père. C'est entre parents et enfants. C'est pour ça que je suis là. Pour protéger mon enfant de toi. Il a sorti une tablette de sa veste et l'a posée sur la table, par-dessus la procuration. Avant que vous ne continuiez à mentir, a dit grand-père, je pense que vous devriez regarder ceci. Il a appuyé sur lecture. C'était une vidéo de surveillance. Granuleuse mais claire. On voyait le guichet d'une banque. On voyait mon père et ma mère en train de hurler sur un jeune employé de banque. On voyait ma mère taper du poing sur le comptoir. Le son était activé. Je suis sa mère. Elle est dans le coma. Elle va probablement mourir. Cet argent nous revient de droit. Donnez-nous l'accès maintenant ou je vous fais virer, hurlait ma mère dans la vidéo. Monsieur, madame, sans la signature de mademoiselle Héloïse ou un certificat de décès, je ne peux rien faire. Le compte est bloqué par monsieur Gustave ici présent, répondait le banquier. La vidéo s'est arrêtée. Dans la chambre d'hôpital, le silence était total. Ma mère est devenue livide. Mon père a commencé à trembler. Flavia a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Vous n'êtes pas venu parce que j'étais malade, ai-je dit, ma voix tremblante de dégoût. Vous êtes venu parce que la banque vous a dit non. C'est hors contexte, a balbutié ma mère, cherchant désespérément une excuse. On était paniqués. On disait n'importe quoi sous le coup de l'émotion. De l'émotion? Grand-père a avancé d'un pas, menaçant. Bérangère, tu as dit elle va probablement mourir avec l'espoir dans la voix. J'ai vu les relevés de tes cartes de crédit, Hugues. Vous êtes ruiné, n'est-ce pas? Le mariage de Flavia, les voyages, la nouvelle voiture. Vous vivez à crédit depuis des années. Vous comptiez sur l'héritage d'Héloïse pour vous renflouer. C'est l'argent de la famille, a crié Flavia, abandonnant son masque de fausse gentillesse. Grand-mère était sénile quand elle a fait ce testament. Cet argent devrait servir à tout le monde, pas juste à la petite souris grise qui ne sait même pas s'habiller. J'ai un mariage à payer, moi. Ah, voilà la vérité, a dit Yasmine avec un sourire sardonique. Mon père s'est tourné vers moi, les yeux implorants. Héloïse, écoute. On a fait des erreurs, c'est vrai. Mais on est ta famille. Si tu ne nous aides pas, la maison va être saisie. On va tout perdre. Tu ne peux pas nous faire ça. J'ai regardé cet homme que j'avais admiré quand j'étais petite. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais essayé de l'impressionner avec mes bonnes notes, mes dessins, mes réussites. Il ne levait jamais les yeux de son journal. Mais dès que Flavia cassait un ongle, il courait.
Donne-moi le stylo, ai-je dit doucement. L'espoir a illuminé le visage de mon père. Tu es une bonne fille, Héloïse. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Il m'a tendu le stylo main blank. J'ai pris le stylo. J'ai pris le document de procuration. Et lentement, méthodiquement, j'ai tracé une grande croix sur toute la page. Puis, j'ai déchiré le papier en 2. Puis en 4. Puis en 8. J'ai jeté les confettis au visage de mon père. Non, ai-je dit. Je ne peux pas vous faire ça? Vous avez pu me laisser sans assurance médicale. Vous avez pu me laisser seule sur une scène pendant que mon cerveau saignait. Vous avez pu souhaiter ma mort pour payer un traiteur de mariage. Tu es égoïste, a hurlé ma mère, perdant tout contrôle. Elle s'est jetée vers le lit, la main levée comme pour me frapper. Yasmine s'est interposée, mais c'est grand-père qui a stoppé le bras de ma mère en plein vol. Sa poigne était d'acier. Ne la touche pas, a grondé grand-père. Plus jamais. Il a repoussé ma mère qui a trébuché contre le chariot de médicaments. Sortez, a dit grand-père. Avant que je n'appelle la sécurité. Et sachez une chose, j'ai déposé une plainte ce matin pour tentative d'escroquerie et abus de faiblesse. Vous allez avoir besoin d'un avocat, et croyez-moi, aucun de mes anciens collègues ne voudra vous défendre. Tu ne ferais pas ça à ton propre fils, a pleurniché mon père. Je n'ai plus de fils, a répondu grand-père froidement. J'ai un lâche qui se cache derrière sa femme. Sortez. Ils sont sortis, mais pas sans un dernier acte de méchanceté. Ma mère s'est arrêtée à la porte. Elle s'est recoiffée, a lissé son trench coat et m'a regardée avec une haine pure, une haine si viscérale qu'elle m'a coupé le souffle. Tu crois que tu as gagné, a-t-elle craché. Tu finiras seule, Héloïse. Comme ta grand-mère. Tu lui ressembles tellement, c'est dégoûtant. J'ai toujours détesté ce visage. La porte a claqué. Le silence est revenu dans la chambre. Seul le bip du moniteur cardiaque témoignait de l'accélération de mon pouls. J'ai regardé grand-père. Il s'est assis lourdement sur la chaise, comme si 10 en venaient de s'abattre sur ses épaules. Elle a raison, ai-je chuchoté. Je ressemble à grand-mère. Oui, a dit grand-père doucement. Tu as ses yeux. Et son courage. C'est pour ça que ta mère ne t'a jamais aimé. Bérangère a toujours été jalouse d'Éléanore. Elle ne pouvait pas supporter que je l'aime autant, et elle ne pouvait pas supporter l'influence qu'Éléanore avait. Quand tu es né, tu étais le portrait craché de ma femme. Bérangère a projeté toute sa haine sur un bébé innocent. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis mon réveil, j'ai pleuré de soulagement. Ce n'était pas ma faute. Je n'étais pas assez bien. J'étais juste le miroir de leurs insécurités. On pourrait penser que c'était fini. Que la méchanceté avait atteint son paroxysme et qu'ils allaient se cacher dans la honte. Mais c'est mal connaître les narcissiques. Quand ils perdent le contrôle, ils cherchent à détruire la réputation de leurs victimes. 2 jours plus tard, alors que je commençais ma rééducation pour réapprendre à marcher sans vertige, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des notifications Facebook, des messages WhatsApp de cousins éloignés, de tantes que je ne voyais qu'à Noël. C'était ma tante Colette, la belle-sœur de mon père. La radio potin de la famille. Elle avait posté un long statut sur Facebook, taguant toute la famille élargie. C'est avec le cœur brisé que je demande des prières pour mon beau-frère Hugues et sa femme Bérangère. Leur fille cadette, Héloïse, après avoir reçu tout leur soutien pendant ses études, a décidé de profiter d'un héritage mal acquis pour mettre ses parents à la rue. Elle refuse de les aider alors qu'ils traversent une passe difficile. Quelle ingratitude! On nourrit un serpent dans son sein et voilà le résultat. Honte à toi, Héloïse. Les commentaires étaient horribles. Génération d'égoïstes. Après tout ce qu'ils ont fait pour elle. Ma pauvre Bérangère, je suis de tout cœur avec toi. J'ai senti mon sang bouillir. Il retournait la situation. Il se faisait passer pour les victimes. Ne réponds pas, a conseillé grand-père. C'est ce qu'ils veulent. Non, a dit Yasmine, les yeux rivés sur son ordinateur portable. Elle tapait furieusement sur son clavier. Le silence ne marche pas avec les brutes. Il faut les exposer. La lumière du soleil est le meilleur désinfectant.
Qu'est-ce que tu fais ? Ai-je demandé. Je prépare ta défense. Juridique et sociale. Elle a tourné l'écran vers moi. Tu m'autorises à poster ça ? C'était une réponse simple, factuelle. Pas d'insultes. Juste des preuves. Une capture d'écran des 65 appels manqués et du SMS « Urgence financière » daté de l'heure de mon opération. La photo Instagram « No Drama » à Paris avec la date et l'heure. Le document de résiliation de la mutuelle signé par mon père. Et une simple phrase « Ma famille a choisi de boire du champagne à Paris pendant que les chirurgiens m'ouvraient le crâne. Ils ont coupé mon assurance maladie pour payer leur billet de train. Et maintenant, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas pu voler l'argent que ma grand-mère m'a laissé pour échapper à leurs abus. Je ne suis pas un serpent. Je suis une survivante. J'ai pris une grande inspiration. Poste-le. Yasmine a cliqué sur envoyer. L'effet a été immédiat. Dans notre petite ville de Rouen, tout se sait. Et sur Facebook, la vérité se propage plus vite que le mensonge quand elle est accompagnée de preuves aussi accablantes. En 1 heure, le vent a tourné. Les commentaires sous le post de Tante Colette ont commencé à changer. Attendez, vous avez vu la réponse d'Héloïse ? C'est monstrueux. Ils l'ont laissé sans mutuelle ? J'ai vu la photo à Paris, je croyais qu'ils fêtaient quelque chose, je ne savais pas que leur fille était au bloc. Tante Colette a effacé son post 2 heures plus tard. Mais c'était trop tard. Les captures d'écran circulaient déjà. Le karma a une façon drôle de fonctionner. Parfois, il est lent. Parfois, il est instantané. Pour Flavia, ce fut brutal. Son fiancé, Tanguy, venait d'une vieille famille aristocratique de Normandie, les de Valois. Ils étaient riches, certes, mais surtout très à cheval sur l'honneur, la discrétion et les valeurs familiales. Ils toléraient le snobisme de ma mère parce qu'ils pensaient que c'était juste de l'excentricité. Mais ils ne pouvaient pas tolérer le scandale public et la cruauté. La mère de Tanguy a vu mon post. Elle l'a montré à son fils. 3 jours après ma sortie de l'hôpital, alors que je m'installais temporairement chez grand-père Gustave, Flavia a débarqué. Elle ne ressemblait plus à la reine d'Instagram. Son mascara coulait, ses cheveux étaient sales, et elle ne portait plus sa bague de fiançailles. Elle a martelé la porte d'entrée. « Ouvre, Héloïse. Je sais que tu es là. Espèce de sorcière. » Grand-père a ouvert la porte, lui bloquant le passage. « On ne crie pas ici, Flavia. » Elle a poussé, ou essayé, grand-père est un roc, et m'a vue dans le salon. « Tu es contente ?» a-t-elle hurlé. Tanguy m'a quitté. Sa mère a dit qu'il ne voulait pas s'associer à une famille de barbares. C'est le mot qu'elle a utilisé. Barbare. Tout ça à cause de ton stupide post Facebook. J'ai posé ma tasse de thé. Je l'ai regardé calmement. Non, Flavia. C'est à cause de tes actions. Tu as choisi de m'abandonner. Tu as choisi de te moquer de ma maladie. Tu as choisi de soutenir papa et maman dans leur tentative de vol. J'ai perdu l'appartement. J'ai perdu la vie que je méritais. Elle pleurait, mais c'était des larmes de rage, pas de remords. Tu as perdu la vie que tu voulais acheter avec mon argent, ai-je rectifié. Par Flavia. Avant que je ne rajoute les captures d'écran de tes messages d'insultes à mon dossier judiciaire. Elle est partie en claquant la porte, hurlant qu'elle ne me pardonnerait jamais. Comme si j'avais besoin de son pardon. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par Yasmine que la banque avait porté plainte contre mes parents pour tentative de fraude documentaire. Grand-père n'avait même pas eu besoin d'intervenir. La banque prenait ces choses très au sérieux. Ils risquaient de la prison avec sursis et une lourde amende. Leur maison, celle où j'avais grandi en me sentant invisible, a été mise en vente pour payer leurs dettes et leurs frais d'avocat. 6 mois ont passé. L'hiver a laissé place au printemps en Normandie. Les pommiers étaient en fleurs. J'avais récupéré physiquement. Mes cheveux avaient repoussé, couvrant la cicatrice sur mon crâne, une ligne fine que je considérais maintenant comme une marque de guerrière. Le jour de mes 24 ans, je suis allée à la banque avec grand-père. J'ai officiellement pris possession du coffre de grand-mère Éléanore. Quand le banquier a posé la lourde boîte métallique sur la table, mes mains tremblaient.
À l'intérieur, il y avait les albums de timbres, les certificats d'action, et tout au fond, une enveloppe couleur crème, cachetée à la cire rouge. Dessus, il était écrit « Pour ma petite Héloïse, quand elle sera prête à voler ». J'ai ouvert l'enveloppe. Une odeur de lavande s'en est échappée, l'odeur de grand-mère. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là, et que tu as atteint l'âge de raison. Je t'écris ceci alors que tu n'as que 3 ans, et que je te regarde jouer dans le jardin pendant que ta mère te critique déjà parce que tu as sali ta robe. Je vois la façon dont il te traite. Je vois que tu es différente d'eux. Tu as mon cœur, tu as ma sensibilité. Et je sais que dans cette famille, la sensibilité est vue comme une faiblesse. J'ai peur pour toi. J'ai peur qu'ils essaient d'éteindre ta lumière. Alors, j'ai préparé ce fond. Ce n'est pas juste de l'argent. C'est une clé. La clé de ta cage. Ne laisse jamais la culpabilité te retenir. La famille n'est pas le sang. La famille, c'est l'amour. Si ceux qui partagent ton sang ne te donnent pas d'amour, alors ils ne sont que des étrangers. Prends cet argent. Pars. Construis quelque chose de beau. Sois heureuse. C'est la plus belle vengeance. Je t'aime, grand-mère Éléanore. J'ai pleuré dans les bras de grand-père. Pour la première fois, je ne me sentais plus comme l'enfant rejeté. J'étais l'enfant choisi. Choisi par elle. Avec l'argent, je n'ai pas acheté de voiture de sport ni de vêtements de luxe. J'ai réalisé mon rêve. J'ai déménagé à Honfleur, une petite ville portuaire magnifique à 1 heure de Rouen. J'ai acheté un vieux local commercial dans une ruelle pavée. J'ai ouvert l'atelier d'Éléanore. C'est un endroit hybride, une partie atelier de restauration de livres anciens, où je soigne les pages blessées comme j'ai soigné mon âme, et une partie salon de thé littéraire. C'est un endroit calme, plein d'odeurs de vieux papier et de thé Earl Grey. C'est un refuge pour les gens comme moi, les introvertis, les observateurs, ceux qui se sentent un peu à l'écart du monde bruyant. Hier, c'était l'inauguration officielle. Grand-père Gustave était là, en smoking, servant du champagne, le vrai, pas celui de la trahison, aux clients. Yasmine était là aussi, elle vient de réussir son examen du barreau. Elle est mon avocate officielle et ma sœur de cœur. À un moment de la soirée, j'ai regardé par la vitrine. De l'autre côté de la rue, sous la pluie fine, j'ai cru voir une silhouette familière. Une femme avec un vieux trench coat usé, qui regardait la lumière chaleureuse de ma boutique avec un air affamé et triste. C'était ma mère. Elle avait vieilli de 10 ans. J'ai su, par les rumeurs, qu'il vivait maintenant dans un petit appartement HLM en banlieue, que mon père avait fait une dépression et que Flavia travaillait comme vendeuse dans une boutique de vêtements bas de gamme, toujours aigrie. Ma mère a croisé mon regard. J'ai vu une hésitation. Elle a fait un pas vers la boutique. J'ai eu un choix à faire. Le choix d'ouvrir la porte, d'être la bonne fille, de pardonner, de laisser entrer le poison à nouveau. J'ai regardé grand-père qui riait avec un client. J'ai regardé Yasmine. J'ai regardé mes livres, mes murs, ma vie. J'ai doucement tiré le rideau de velours devant la vitrine. Je l'ai laissé dehors. Dans le froid. Là où elle avait choisi d'être. Je me suis retournée vers ma vraie famille, celle que j'avais choisie, et j'ai souri. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Je partage cette histoire pour une raison simple. Il y a trop de gens qui souffrent en silence, qui pensent qu'ils doivent accepter les abus parce que c'est la famille. J'ai appris que l'on ne doit jamais s'immoler par le feu pour réchauffer ce qui ne nous regarde même pas brûler. Vous avez le droit de couper les ponts. Vous avez le droit de choisir vous-même. Vous avez le droit d'être heureux. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, partagez-la. Peut-être qu'elle donnera le courage à quelqu'un d'autre de tirer le rideau sur sa propre toxicité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et de cliquer sur la cloche. J'ai encore beaucoup d'histoires à raconter sur la justice, la résilience et la vie après la tempête. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de ceux qui ne savent pas la voir. À bientôt.